Madame la représentante du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le président de la section du contentieux du Conseil d'État, Madame la présidente directrice du service de documentation des études et du rapport de la Cour de cassation, Monsieur le premier avocat général de la Cour de cassation, Madame et Monsieur les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur le membre du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les présidents de section du Conseil d'État, Monsieur le président du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, Madame et Messieurs les premiers avocats généraux de la Cour de cassation, Madame la procureure générale de la Cour des comptes, Madame la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, Monsieur le président de la Cour de justice de la République, Monsieur le procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le bâtonnier élu, Madame la vice-bâtonnière élue du barreau de Paris, Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, Monsieur le représentant de la présidente du Conseil national des barreaux, Messieurs les représentants des barreaux des cours suprêmes européennes, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers amis de la conférence, chers gens de justice. Il suffit d'évoquer les gens de justice pour qu'en chacun, cette seule évocation éveille tout un imaginaire collectif, notamment les visages graves ou burlesques du monde judiciaire, croqués par le maître de la caricature Honoré Daumier. Un avocat malicieux à la faconde inépuisable, un juge impassible, un justiciable perplexe. Ces lithographies ne sont donc pas seulement des caricatures, elles donnent à voir que la justice est d'abord affaire d'humanité. Ces scènes d'audience en témoignent, où la comédie humaine se mêle à la solennité. Les gens de justice, ce sont celles et ceux qui, chaque jour, tentent de donner à la justice un visage humain. Rappelons-nous les mots de Robert Badinter dans son discours sur l'abolition de la peine de mort. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurée et angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. Et cette dimension humaine, c'est aussi bien sûr la force de la justice. Être gens de justice, c'est appartenir à cette lignée d'hommes et de femmes qui ont choisi de placer le droit au cœur de leur humanité et l'humanité au cœur du droit. L'heure n'est pas à l'autocélébration de nos professions, mais bien davantage à la nécessité de réaffirmer leurs fonctions et leurs valeurs communes. Juges, magistrats, avocats, greffiers, agents des tribunaux, nous concourons tous à une même mission. Les gens de justice ont toujours inspiré la satire, car il est sans doute dans la nature humaine de résister à toute autorité. Ce sont les fameuses 24 heures pour maudire ces juges, chers au comte Almaviva du Barbier de Séville. Au fond, si le justiciable s'incline tout naturellement en gravissant les marches du palais, s'il peut être impressionné par la superbe des cimards des gens de justice, la critique ne tarde jamais, résonnant même parfois depuis la salle des pas perdus. Comme l'écrivait André Frossard, les procès finissent toujours par celui de la justice. Il n'est donc pas inhabituel de juger la justice. La critique est normale, elle est même nécessaire. Car la justice n'est pas un entre-soi. Elle puise sa légitimité dans le regard du citoyen qui la juge à son tour. En revanche, plus inquiétantes sont de nos jours les attaques ad hominem. Lorsque l'on s'en prend personnellement aux femmes et aux hommes de justice, pour les décisions qu'ils rendent, pour les clients qu'ils défendent, lorsqu'aucune distinction n'est faite dans l'esprit de certains entre les fonctions et la personne, c'est une ligne rouge qui est franchie car c'est l'état de droit qui est menacé. Les figures de la justice croquées par Daumier, aussi imparfaites soient-elles, incarnent l'un des éléments essentiels à toute société démocratique, la possibilité de régler un conflit, non par la force, mais au terme d'un débat civilisé et contradictoire. Donner vie au principe de prééminence du droit, c'est cet office que nos juges poursuivent chaque jour. C'est d'abord cela, la justice. Aussi, alors qu'elle traverse des temps difficiles parce qu'elle affronte des vents mauvais, il est important de rappeler sa mission, faire du droit la grammaire de notre société. Bien sûr, le droit ne peut être le seul langage d'une société et le procès ne peut être le seul langage du droit. Mais il est plus que jamais nécessaire, dans nos sociétés
en proie aux divisions, au repli, aux biais de confirmation, à la violence morale, verbale ou physique, de promouvoir les savoirs, l'esprit critique, comme de garantir les lieux d'un débat contradictoire. C'est le cas de l'université comme des juridictions. La science et le droit sont les remparts de la démocratie autant qu'ils en sont les piliers. C'est ce qu'a très justement rappelé le vice-président dans son discours de rentrée cette année. Quelle que soit la couleur de la robe, que nous en portions ou non d'ailleurs, nous sommes donc les dépositaires de cette grande institution qui, par-delà nos fonctions distinctes, nous oblige et nous unit dans une même mission. C'est pourquoi il nous faut veiller à la solidarité interne qui doit toujours unir les gens de justice. Elle est l'une des conditions nécessaires à la mise en place et au maintien d'un rapport serein du citoyen à la justice, à sa justice. Rappelons en premier lieu l'importance de la solidarité interne qui doit unir les gens de justice. La justice ne se réduit pas à une froide mécanique institutionnelle. Elle est la conviction que ce qui nous rassemble, la poursuite de l'œuvre de justice, est plus fort que ce qui nous distingue. Elle est le produit d'une communauté de valeurs fondée sur la confiance mutuelle. Et lorsque cette confiance s'érode, c'est l'institution qui vacille. À l'évidence, cette solidarité ne se décrète pas, elle se pratique pour que se joue et se rejoue sans cesse, à l'audience et en dehors de celle-ci, cette alliance invisible entre le juge et l'avocat. Cette solidarité qui forge la relation entre le juge et l'avocat repose sur plusieurs piliers. Sur la confiance d'abord entre gens de justice, la foi du palais, cette belle tradition non écrite, cet espace immatériel de confiance entre les gens de justice constitue un bien précieux. Elle est tout sauf de la connivence. Comme le disait si bien Henri Leclerc, la foi du palais, c'est ce secret partagé qu'il ne faut pas confondre avec de la complaisance. Elle est fondée sur la confiance dans la confidence, qui est parfois nécessaire à la justice. La qualité de la relation juge-avocat repose bien entendu également sur la loyauté. À cet égard, les défis contemporains sont, à dire vrai, redoutables. En particulier, l'essor de l'intelligence artificielle requiert une vigilance déontologique accrue dans l'exercice de nos missions. Le bouleversement technologique, aussi incontournable soit-il, met en jeu rien moins que la confiance, l'indépendance et l'humanité de la justice. Il nous faudra sans doute apprendre, ensemble, à domestiquer un outil qui jamais ne vaudra la qualité de la relation humaine. Enfin, confiance et loyauté requièrent un dialogue exigeant et respectueux. La proposition est double. Il ne peut y avoir de dialogue sans relation de confiance et de loyauté. Il ne peut à l'inverse y avoir de confiance et de loyauté sans que ne soit entretenu un dialogue. À l'évocation d'un dialogue entre gens de justice, on songera immédiatement au fameux dialogue des juges, cher au président Genevoix, à Paris, au Palais Royal comme sur l'île de la Cité, à Strasbourg ou sur le plateau de Kirchberg. Des décisions récentes témoignent de la vivacité de ce dialogue entre nos juges, un dialogue exigeant, parfois rugueux, car il aboutit souvent à la fin des fins, à s'interroger sur la hiérarchie des normes et sur la souveraineté nationale. De fait, il est nécessaire que ce dialogue, fondamental au sens plein du terme, s'entretienne dans la franchise et avec la conscience chez chacun de nos juges du rôle de son interlocuteur et du sien propre. Mais le dialogue qui focalise le plus l'attention est celui qui se noue entre l'avocat et le juge. La relation entre le juge et l'avocat repose sur de nombreuses interactions à chaque étape de la vie d'un dossier. Nous autres, gens de justice, devons être extrêmement attentifs à la qualité de ces interactions qui se doivent d'être à la fois empreintes de franchise et de délicatesse. L'Académie française définit l'interaction de façon très concrète comme l'action attractive entre particules qui assure la cohésion des noyaux atomiques. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans l'esprit de cette définition, j'aime à placer l'ordre des avocats au Conseil à la 6e case sur le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, à la place du carbone. Pourquoi donc, allez-vous me dire, le carbone, à l'heure où il est de bon ton de parler de décarbonation, surtout dans ces lieux où résonne encore l'écho de l'affaire Grande-Synthe, des affaires Grande-Synthe, si j'ose dire. Il me soit permis ici de citer Primo Levi, qui dans son roman Le système périodique confronte la conscience à la matière et place son récit sous le signe d'un élément chimique. Il termine justement par le carbone. Le carbone, nous dit-il, est un élément singulier,
le seul qui soit capable de s'unir avec lui-même en longue chaîne stable. Et il ajoute, et à la vie sur Terre, il faut justement de longues chaînes. Cette chaîne stable, c'est aussi celle que forment, ensemble, les 133 avocats au Conseil, tous unis autour de valeurs déontologiques fortes et d'une mission commune, représenter le justiciable devant le juge du droit. Cette mission et ces valeurs communes contribuent à la très forte unité de notre ordre. C'est cette unité qui tout à la fois forge sa solidité et lui permet d'entretenir des liens robustes avec le Conseil d'État et la Cour de cassation. C'est en particulier au cours d'un litige que la qualité de cette relation est éprouvée. Et c'est tout le sens de l'organisation d'un dialogue interactif par des règles procédurales adaptées, respectueuses du rôle de chacun, règles qui tout à la fois permettent l'échange civilisé des points de vue et concourent à la qualité de la décision rendue. C'est par cette confrontation des points de vue que le juge peut d'une certaine manière sortir de lui-même et trancher en droit. Et nombreuses sont les traductions de ce dialogue devant nos hautes juridictions. Devant la Cour de cassation, on pensera par exemple à la pratique du retour de conférence, retour par lequel, dans certaines affaires, le président évoque avec les avocats au Conseil et l'avocat général l'état de la réflexion de la formation de jugement et indique les points sur lesquels des observations orales seraient utiles à l'audience. Devant le Conseil d'État, c'est le référé qui vient spontanément et immédiatement à l'esprit. L'interactivité y est la règle, elle est permanente. Elle peut aller jusqu'à faire du juge des référés un juge conciliateur, amenant l'administration à reconsidérer sa position à l'audience. L'interaction aboutit alors à un non-lieu à statuer qui peut, à bien des égards, être regardé comme le succès commun du juge et de l'avocat. Dans le contentieux de fond ou de cassation, on pense aussi à l'échange qui peut se tenir avec le rapporteur public, après avoir pris connaissance du sens synthétique de ses conclusions quelques jours avant l'audience. Un échange qui permet que nos brèves observations orales à l'audience soient les plus pertinentes et les plus utiles possibles au Conseil d'État, et donc aux parties que nous représentons. Un échange qui, cela va de soi, ne saurait être sollicité dans chaque affaire, car il est des affaires dans lesquelles il ne présenterait pas d'intérêt particulier, et parce qu'il occuperait alors un temps qui serait mieux employé ailleurs. C'est qu'un homme, ça s'empêche, comme disait Camus. C'est que sans rien transiger à sa mission de défense, un avocat, ça doit savoir se modérer dans l'intérêt même de ses clients. La délicatesse qui figure parmi les principes et devoirs essentiels de chacune de nos professions, mais également la modération et la courtoisie, doivent guider les comportements en toutes circonstances. Gardons à l'esprit cette mise en garde du Premier président prononcée le 21 mars dernier à l'occasion de la journée de la relation magistrat-avocat. Lorsque magistrats et avocats ne se perçoivent plus comme des partenaires mais comme des adversaires, c'est la justice elle-même qui s'en trouve affaiblie. La qualité de la relation avocat-magistrat repose sur des savoir-faire et sur des savoir-être qui, bien qu'invisibles, bien qu'insusceptibles d'être évalués par des indicateurs, sont indispensables au bon fonctionnement de la justice. Ils constituent également les outils indispensables au rétablissement de la confiance des citoyens. Le rapport de la justice aux citoyens, voilà qui constitue justement le second temps de mon propos. Ensemble, nous, gens de justice, détenons certaines des clés pour que le citoyen retrouve un rapport serein à la justice et qu'il se l'approprie. La justice française est régulièrement la cible de multiples accusations, souvent contradictoires, toujours excessives. On lui reproche de ne pas intervenir assez et d'intervenir trop. Elle serait ineffective, mais elle instituerait en même temps un gouvernement des juges. Ce n'est pas faute pour nos juges de rappeler les limites de leurs propres compétences, comme l'a fait le Conseil d'État en rappelant à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas aux juges administratifs de se substituer au pouvoir public pour déterminer une politique publique. Mais les critiques faites à la justice ne s'arrêtent pas là. On lui reproche simultanément de ne pas assez punir et de punir trop. Elle serait tour à tour laxiste et sévère, lente et expéditive. À dire vrai, la tentation est forte de purement et simplement ignorer ces discours contradictoires qui, dans un monde qui pense et qui raisonne, ne devraient pas avoir prise. Mais nous vivons à l'ère des vérités algorithmiques et il est des formules qui se répètent comme des refrains et qui finissent, à force d'être répétées, par fixer des représentations fausses. Il nous faut combattre ces représentations fausses et les apparences de raisonnement qui les sous-tendent. Il ne nous est en tout cas plus possible
de les mettre de côté. Il est d'ailleurs éminemment regrettable qu'une part de responsabilité en soit portée par les acteurs du système eux-mêmes. Pèse sur nous, gens de justice, quelle que soit notre place dans le système judiciaire, un devoir essentiel, celui de nous garder de l'outrance et des excès, a fortiori à une époque où la culture des réseaux sociaux, celle de la réaction immédiate, plutôt que de la pensée profonde, tend à imposer son modèle. Bien sûr, la critique d'une décision de justice est permise dans un état de droit, lequel d'ailleurs repose en partie sur cette contestabilité. Nous-mêmes, avocats au Conseil, faisons de la critique des décisions de justice notre quotidien, puisqu'il s'agit pour nous de faire la démonstration qu'une décision n'a pas été rendue conformément aux règles de droit applicables. Et la critique dont il est ici question, c'est selon l'Académie française l'examen scientifique de la valeur d'un document. Cette critique qui suppose, nous dit Kant, de se servir de son propre entendement. Cette critique constructive est nécessaire. Mais elle ne l'est qu'à la condition d'être adressée à une décision, à sa solution, à sa motivation, et non pas aux hommes et aux femmes qui l'ont rendue, que ce soit collectivement, en jetant le discrédit sur l'institution elle-même, ou pire encore, par des prises à partie personnelles, dont nous sommes malheureusement de plus en plus souvent rendus témoins. Non, décidément, l'époque contemporaine n'est plus guère à l'humour d'un daumier, notre responsabilité n'en est que plus grande. Mettons de côté ceux qui, par idéologie ou par cynisme, entretiennent à dessein un climat délétère, pour nous concentrer sur les citoyens justiciables, nombreux, qui, de bonne foi, s'interrogent parfois sur le sens et l'efficacité de leur justice. Chez ceux-là, les mauvais procès faits à la justice sont, je le crois, d'abord le signe d'une méconnaissance de la réalité du travail juridictionnel auquel nous contribuons ensemble. Ils nous alertent sur la nécessité de veiller à la qualité de la relation avec les citoyens et de renforcer l'interactivité sociétale, selon l'expression fort bienvenue d'un récent rapport de la Cour de cassation. J'évoquerai 2 voies aptes à restaurer la confiance et à favoriser l'acceptabilité des décisions de justice, tant pour les parties que pour la société. La pédagogie d'une part et la transparence d'autre part. La pédagogie contre la démagogie d'abord. Faire œuvre de pédagogie permet une justice accessible à tous. Cette mission incombe à chacun d'entre nous, acteurs du procès, juges, magistrats, avocats. Prenons la pédagogie dans son sens premier et tournons-nous en cette rentrée de notre conférence du stage vers la jeunesse. Le Conseil d'État comme la Cour de cassation se sont saisis de la nuit du droit pour montrer aux jeunes, juristes ou non, la justice en action. Ici, il s'est agi de montrer le fonctionnement des sections administratives et contentieuses à des lycéens et à des étudiants qui sont venus nombreux à notre rencontre le 2 octobre dernier. L'année précédente, c'est la Cour de cassation qui donnait la parole à chacun des acteurs d'un procès de cassation pour qu'il explique son rôle. Les 2 événements ont rencontré un grand succès et contribueront à faire de meilleurs juristes et en tout cas des citoyens plus avisés. L'exigence pédagogique, encore, anime la plume de nos juges lors de la rédaction de leurs décisions. C'est cette exigence d'intelligibilité et de pédagogie qui a conduit nos 2 hautes juridictions à réformer leur style de rédaction, passant au style direct et en abandonnant attendu et considérant. Rédaction simplifiée, mais également, et ce n'est pas contradictoire, rédaction enrichie de certaines décisions, dans lesquelles on vient expliquer les motifs des motifs, justifier que tel majeur du syllogisme juridique ait été retenu plutôt que tel autre. La démarche pédagogique conduit et conduira aussi sans nul doute à d'autres évolutions, et en particulier à des innovations procédurales au sein de nos hautes juridictions. D'ores et déjà, devant le Conseil d'État, 2 procédures orales d'instruction ont été gravées dans le marbre du Code de justice administrative par un décret du 9 janvier 2023. De son côté, la Commission Cour de cassation 2030 a suggéré la mise en place d'une procédure tournée vers la société, dite procédure interactive ouverte, et le rapport sur l'interactivité que j'ai évoqué il y a un instant pose dès à présent et à droit constant les bases d'un recours plus large à l'amicus curiae devant la Cour de cassation. La pédagogie est de la même manière une préoccupation permanente de l'avocat et singulièrement de l'avocat au Conseil. Disons-le, c'est le quotidien de nos relations avec les justiciables. Tous les jours, il nous faut expliquer en quoi consiste la distinction du fait et du droit, le contrôle de cassation, ses potentialités et ses limites. Au-delà même des décisions qu'elles rendent, nos hautes juridictions elles-mêmes sont animées par le souci de rendre compte et d'expliquer,
qu'elles font au travers de la publication de rapports, d'études et de communiqués explicatifs. Ces communiqués avant l'audience pour en expliquer les enjeux, après la décision pour en expliquer la portée, sont de nature à éviter la propagation de fausses informations auxquelles le justiciable, citoyen, même de bonne foi, peut ne pas être insensible. J'ai bien conscience que cette communication est rendue plus aisée devant nos hautes juridictions qui sont juges du droit. Encore que, je tiens ici à saluer les personnes qui assurent cette communication d'une grande rigueur et d'une grande qualité et qui réussissent à synthétiser sans assécher et à vulgariser sans dénaturer. N'y aura-t-il pas là, d'ailleurs, une source possible d'inspiration? À l'époque à laquelle nous vivons, je ne suis pas certain qu'il faille, de façon dogmatique, réserver la communication à nos hautes cours, et je crois qu'il nous faut tous, gens de justice, nous poser la question de la manière d'assurer une saine communication à tous les niveaux de la procédure, au moins dans certaines affaires. Avec la communication, j'en viens naturellement à la transparence, dernier temps de mon propos. Aux côtés de la pédagogie, l'exigence de transparence contribue à la qualité de la relation entre la justice et les citoyens. Le manque de transparence stimule les critiques et les imaginaires sur le fonctionnement de la justice. Il importe donc de rendre visible le fonctionnement de la justice. Sur ce terrain, l'un de nos défis concerne l'enregistrement des audiences en vue de leur diffusion. Le droit à la publicité des débats est un acquis historique, inhérent à toute société démocratique. Le grand principe a été renforcé par la loi du 22 décembre 2021, loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a étendu la possibilité d'enregistrer et de diffuser les audiences pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. La justice doit être rendue au nom du peuple français. Elle peut désormais l'être sous le regard du peuple français. Cette évolution mérite bien entendu d'être saluée, tout en conservant à l'esprit qu'il nous faudra sans cesse veiller à garantir la sérénité des débats et la protection de la dignité de la personne pour qu'une justice transparente ne se transforme pas, comme le rappelait Robert Badinter, en une justice spectacle. C'est ce à quoi les avocats au Conseil se sont attelés en formalisant avec la Cour de cassation un protocole des audiences filmées. Des forces qui se dégagent de ce protocole et de permettre qu'il soit rendu compte de l'audience de façon authentique, telle qu'elle se déroule réellement à la Cour. Captation de l'audience de manière sobre, sans effet de mise en scène, ces règles ont fait la preuve de leur efficacité dans les audiences déjà retransmises. Je souhaiterais enfin, pour achever mon propos, dire un mot de l'accès aux décisions de justice. L'open data des décisions de justice constitue un nouveau jalon de la transparence. La mise en œuvre implique des précautions. Des précautions dans le traitement par les gens de justice de cette information colossale, a fortiori à l'ère de l'IA. À l'ère des algorithmes et des probabilités, il nous faut nous garder de sombrer dans le psittacisme. Il nous faut veiller à demeurer des juristes qui raisonnent, sans devenir des juristes qui se bornent à répéter. Il nous faut aussi veiller à ce que toutes les décisions de justice ne soient pas mises sur le même plan. Cette question essentielle de la hiérarchie des décisions est questionnée par les traitements extrêmement efficaces opérés sur des données massives et qui, en réalité, font masse de ces données, font masse des décisions traitées. L'open data des décisions de justice implique aussi des précautions pour celles et ceux qui ont contribué à ce que la décision soit rendue. En particulier, la question des règles d'occultation doit être posée. L'occultation systématique préalable à la mise à disposition du public des noms et prénoms des juges et membres du greffe pourrait apparaître, en la période actuelle, comme un mal nécessaire. La première raison est liée au risque de profilage des magistrats, risque accentué par le recours à l'intelligence artificielle. Seconde raison, que l'on ne peut que déplorer, mais que l'on ne peut pas négliger, tient à la nécessité d'assurer la sécurité des professionnels de justice. Lorsque les gens de justice sont personnellement menacés, c'est le signe qu'une société démocratique est en perte de repères. La réponse ne saurait être le repli, mais bien au contraire l'ouverture à la société. Surtout, face aux attaques faites à la justice et aux gens qui la servent, la qualité de la relation entre gens de justice doit être préservée. Veillons sur elle, car c'est cette qualité qui permettra de faire de l'enceinte judiciaire une caisse de résonance des interrogations qui traversent la société, auxquelles le juge répond au terme d'une discussion contradictoire, ouverte, raisonnée et apaisée. C'est en partage que chacune et chacun d'entre nous, juges, avocats, greffiers,
Détenons ce bien commun qu'est l'œuvre de justice. C'est ensemble que nous pourrons contribuer à ce que le citoyen s'approprie ce bien commun pour le faire sien. Je vous remercie.